Islamic State is the most vicious and murderous jihadist regime the world has ever seen. We're talking about the disappearance of women justified in the name of them becoming closer to God. The body of Italian Giulio Regeni was found next to a road on the outskirts of Cairo. Israel was shaken by a few Fajr 5 missiles, which could be counted on the fingers of one's hand. C'est trop souvent comme ça qu'on voit le Moyen-Orient. Mais on est loin du compte. Toujours les fanatismes religieux, les femmes opprimées, les terroristes. Pour commencer, la région n'a pas une seule culture, une seule religion. Elle est vaste, diverse et plurielle. Plusieurs pays de la région accueillent des populations arabes, mais il y a aussi des Turcs, des Iraniens et des Israéliens. L'islam y est né, mais ce n'est pas l'unique identité de la région. Le Moyen-Orient ne réunit pas le quart des musulmans de la planète, qui sont surtout en Asie du Sud-Est. Nombreuses sont les minorités religieuses éparpillées dans la région, les chrétiens maronites, les coptes, les syriaques, les chaldéens, les alévis aussi. Et puis il y a les juifs, en Israël, mais pas seulement. L'islam n'est pas unique et unifié, deux traditions majoritaires existent. Il y a les sunnites et les chiites. Sunnites et chiites ne s'opposent pas frontalement. Et là où ils s'opposent, c'est avant tout pour des raisons politiques. Les populations ne vivent pas segmentées. Des écoles doctrinales différentes au sein de chacune de ces traditions existent. Tout cela remet en cause l'idée qu'un monde sunnite unifié s'opposerait à un monde chiite homogène. Au niveau linguistique, c'est la même chose. Les Turcs, les Iraniens, les Israéliens ont bien sûr leur propre langue. L'arabe est une langue commune à de nombreux pays, mais elle se décline en une multitude de dialectes nationaux ou locaux. On ne parle donc pas le même arabe qu'on soit à Aden, au Caire ou à Rabat. Les pays arabophones comportent de nombreuses minorités linguistiques, comme les Kurdes par exemple. Comme les populations kurdes sont réparties sur 4 États, les cultures et les langues kurdes varient également que l'on se trouve à Erbil ou à Diyarbakır. Avec toutes ces multitudes et ces diversités, comment peut-on parler de la région en un seul bloc ? Au fond, le seul trait commun à la région, c'est sa démographie. La région est aujourd'hui jeune, éduquée et ouverte au monde, mais souvent frustrée par les échecs économiques et politiques à assurer un avenir décent à toute une génération. Et c'est ce que nous sommes allés rencontrer. En fait, bien plus que de conflits perpétuels, c'est une région aux beautés éternelles, un espace de partage des cultures et des langues qui cherche à s'associer. Itinéraire d'Orient, c'est une association et un documentaire. Pendant un mois, nous avons traversé 5 pays pour rencontrer des journalistes, des dignitaires religieux, des universitaires et des associations qui nous ont aidés à saisir les dynamiques à l'œuvre dans la région. Le documentaire est dédié aux espoirs de ces sociétés civiles et aux réussites de ceux qui travaillent à changer les choses localement, à se construire un avenir meilleur. Okay. ماشي. My name is Hani Meher. I'm an independent filmmaker. Well, yeah, there is nothing much more to say. I'm Egyptian. I don't know if this out of my luck or what, but definitely it's gonna affect my life. En 2011, le monde arabe entre en éruption. Sur des places devenues emblématiques, des milliers de manifestants défilent pour demander du pain, la justice et la liberté. Erhal, dégage en arabe, pour signifier qu'ils ne veulent plus de la dictature. Dans la région, le XXe siècle a été celui de l'appropriation du pouvoir par les dirigeants. Au Maroc, en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Koweït, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et à Oman, le pouvoir est détenu par une monarchie héréditaire. En Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie et au Yémen, des républiques ont vu le jour, mais souvent à sens unique, avec le maintien d'un autocrate à la tête du pouvoir. Muammar Kadhafi arrive en 1969 à la tête de la Libye après un coup d'état militaire. Il s'est maintenu grâce aux revenus des hydrocarbures et à la réorganisation de l'État libyen à son unique profit. Hafez al-Assad arrive lui aussi à la suite d'un coup d'état militaire en 1970. Chantre d'une tradition socialiste et autoritaire, il meurt en 2000, après 30 années à la tête de la Syrie. Son fils, Bachar el-Assad, lui succède alors. Le royaume de Bahreïn, petite île du golfe arabo-persique, est dirigé par le roi Ahmad Ben Issa el-Khalifa, et sa constitution insiste sur le caractère héréditaire de l'émirat.
La majorité chiite détient les postes clés de cet État majoritairement sunnite et le pouvoir s'appuie sur les revenus des hydrocarbures. Le Yémen, pays aux cultures ancestrales, ne s'est jamais remis de l'unification de sa partie nord et du sud en 1990. À la tête du pays, celui qui est l'architecte de cette unification par la force, Ali Abdallah Saleh. D'abord dirigeant du Nord en 1982, il dirige le Yémen depuis 1990 en s'appuyant sur un réseau clientéliste puissant, dépassant toutes les différentes tribus, religions et régions du pays. Théoriquement une république, tout est centralisé autour de ses mains et celle de son fils, qui se rapproche du pouvoir. En Égypte, c'est Hosni Moubarak qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1987. Enfin, en Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali arrive à la tête du pays en 1987, après avoir déposé Habib Bourguiba, l'homme qui incarnait l'indépendance tunisienne de l'emprise française. Ben Ali s'appuie sur la police et sur un vaste réseau économique pour se maintenir. À Sidi Bouziz, le 17 décembre 2010, un jeune vendeur de fruits tunisien, Mohamed Bouazizi, s'immole en réaction à la pression policière. La Tunisie s'enflamme, c'est la dignité de tout un peuple qui est en jeu. Dans l'ensemble de la région, l'ouverture économique de la fin des années 1990 a rendu ces pays sensibles aux fluctuations économiques internationales. Avec un niveau d'éducation très élevé et une démographie dynamique, il apparaît de plus en plus difficile pour ces jeunes de rentrer sur le marché du travail. La répression policière sera l'étincelle qui va déclencher les printemps de 2011, dont les effets se ressentent encore aujourd'hui. En Tunisie, l'espoir démocratique a été largement récompensé. Après le renversement de Ben Ali, les élections voient la victoire du parti islamiste Ennahda. Depuis, l'alternance politique se fait au gré des élections et un processus de réconciliation nationale est à l'œuvre. Au Yémen, des milliers de manifestants se réunissent sur la place Tahrir de la capitale Sanaa. Après des semaines de contestation, Ali Abdallah Saleh est obligé de renoncer au pouvoir au profit d'Abd Rabbo Mansour Hadi, qui n'est pas plus démocrate. Un groupe rebelle de confession zaïdite, les Houthis, dirige la guerre civile depuis lors. La présence des groupes violents comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Organisation de l'État islamique déstabilise le pays. Sous les bombardements de l'Arabie saoudite, le tout réveillant les fractures tribales et de graves pénuries alimentaires. À Manama, sur la place de la Perle, des milliers de Bahreïnis se dressent contre le pouvoir répressif de la famille royale. Majoritairement chiites, ils demandent davantage de droits humains et politiques. Peu relayée à l'extérieur, la révolte se passe dans le silence international, ce qui permet à l'Arabie saoudite voisine de pouvoir intervenir pour faire taire les manifestations. En Syrie, après un espoir de démocratisation au début des années 2000, Bachar el-Assad et son clan vont peu à peu renforcer leur domination sur le reste du pays. La répression des premières manifestations bascule dans la guerre civile. Le pays semble complètement divisé entre confessions, régions et ethnies. La Syrie subit en plus la déstabilisation de groupes comme Organisation de l'État islamique et les ingérences de puissances étrangères. En Libye, alors que Kadhafi s'attache au pouvoir et menace la foule d'une répression violente, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis interviennent militairement en 2012 pour renverser le dictateur. Les fractures se réveillent alors, les 3 régions de la Libye demandent davantage d'autonomie, les trafics et les contrebandes se développent, le terrorisme s'installe dans ce vide politique et les potentiels successeurs à Kadhafi s'affrontent pour le pouvoir. Les séquelles de ces années de dictature sont encore loin de s'effacer. La place Tahrir, au Caire, a été le lieu du printemps le plus médiatisé. Après des années de répression arbitraire, la jeunesse égyptienne, organisations de gauche, syndicats, associations religieuses, avocats des droits de l'homme, chrétiens et musulmans, tous descendent dans la rue sans honte et réclament un futur pour leur pays. Ça a surpris tout le monde parce que même si Ben Ali était tombé en Tunisie, la plupart des observateurs ici en Égypte disaient non, ça va jamais arriver en Égypte, les militaires tiennent le pays, c'est pas possible, etc. Il y avait régulièrement des manifestations, mais cette fois-ci, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. On connaît la suite, 18 jours de révolution jusqu'à la chute de Moubarak. Well, when the revolution just started in 2011, I didn't participate at the beginning. For me, I felt like, okay, maybe it's a silly play. I don't know how it's gonna end. Maybe the Muslim Brotherhood gonna take over. Maybe the old regime gonna take over. But
This is something definitely you cannot miss. You cannot see your people getting run over by tanks and by your own military and stay at home. في 2011 ما كانش فيه طوائف، ما كانش فيه مسلم ومسيحي، ما كانش فيه طالب وعامل ومهندس، الناس كانت كلها واحدة. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. Après la chute de Hosni Moubarak, c'est Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans, qui remporte les premières élections organisées. Les Égyptiens avaient le choix entre lui et un ancien ministre de Moubarak. Le choix est sans appel. Les frères musulmans atteignent la présidence de la République. La confrérie des frères musulmans est fondée en 1924 par Hassan el-Banna. C'est un mouvement islamiste, c'est-à-dire que ses partisans souhaitent que l'islam ait un rôle plus important dans la politique, que les textes coraniques soient les sources de loi. Les frères musulmans ont une double facette. Très internationalisé, le mouvement est aussi attaché à une action sociale auprès des plus défavorisés. Réprimés par les pouvoirs militaires, ils s'organisent à l'ombre des geôles et près du peuple. Lorsque la dictature tombe en 2011, les forces vives de la confrérie apparaissent au grand jour sur la place Tahrir, aux côtés des autres manifestants qui les accusent d'avoir kidnappé la révolution. Mais Mohamed Morsi multiplie les erreurs et commence en 2012 et en 2013 à s'accaparer l'ensemble des pouvoirs. Les Égyptiens s'organisent et retournent agiter les places publiques. De partout, on demande la démission du président. Les grandes manifestations du 30 juin 2013 réunissent 13 millions d'Égyptiens. C'est la plus grande manifestation de l'histoire de l'humanité. Les militaires émettent un ultimatum et Abdel Fattah el-Sisi, leur chef de file, annonce l'emprisonnement de Morsi le 3 juillet. Les militaires sont à nouveau à la tête du pays. Al-Sisi n'est que la continuité d'une tradition entamée il y a une 60aine d'années. Afin de rendre l'Égypte aux Égyptiens, des officiers de l'armée renversent en 1952 la monarchie acquise aux Britanniques. Peu à peu, Gamal Abdel Nasser va prendre les rênes du pays avec une aura internationale. La nationalisation du canal de Suez, jusque-là tenue par les Européens, marque son emprise sur le sable de l'histoire. Il meurt en 1970 et son successeur Anwar el-Sadat suivra ses traces. Il va sortir le pays du socialisme et l'ouvrir à l'économie de marché, sans que cela ne se traduise par plus de droits politiques. Moubarak suivra le même chemin. Malgré les demandes continues de la société civile pour plus de liberté, l'armée domine encore l'ensemble du pays. Ils sont très influents dans la politique du pays, notamment à travers le Conseil suprême des forces armées, donc ces grands généraux qui se réunissent et qui décident un peu de la politique à mener en Égypte. Il n'y a aucune opposition digne de ce nom qui est, on va dire, organisée, qui aurait les moyens demain de prendre le pouvoir. Tous les anciens fers de lance de la révolution de 2011, Ahmed Maher, Alaa Abdel Fattah, Maïenour al-Masri, des jeunes qui étaient à la tête des cortèges pendant la révolution de 2011, sont aussi en prison, certains d'entre eux depuis 3 ans, 2 ans, et c'était eux qui portaient un petit peu le début d'opposition libérale, comme on dit, qu'il pouvait y avoir dans le pays. Il y a eu plus de 30-40 000 personnes qui ont été mises en prison, donc majoritairement des frères musulmans. Peu après la prise du pouvoir, donc le 3 juillet 2013 d'Abdel Fattah el-Sisi, l'organisation a été déclarée terroriste. Les frères musulmans ont tenté de faire un sit-in sur une place du Caire, donc dans le quartier de Nasser City, la place Rabat. Il y a eu un massacre ce jour-là. Le 14 août 2013, encore aujourd'hui, il est impossible de se dire frère musulman en Égypte sans être inquiété par la justice, par les services de sécurité, etc. Il n'y a aucun espace maintenant pour cette force d'opposition qui est pourtant la plus grande force d'opposition du pays. La répression n'a jamais été aussi arbitraire. Cependant, un pouvoir fort en Égypte ne semble pas alerter les puissances étrangères. Elle voit en Sisi un allié. Nous respectons les libertés et les droits de l'homme. C'est un message auquel nous tenons. I mean, I'm okay with Sisi if he's doing good for the country, but he's taking it down more. So. L'économie du pays ne s'est pas encore remis des événements de 2011. Les touristes ont déserté l'Égypte. Et le discours nationaliste d'Al-Sisi ne suffit pas à redonner espoir dans autre chose qu'une révolution. It's like it's killing the people more, killing their dreams, killing their hopes.
À défaut de touristes étrangers, le tourisme intérieur s'est développé massivement, comme ici à Alexandrie où les habitants de Haute-Égypte profitent des rives de la Méditerranée. Cependant, cela ne suffit pas à relever une conjoncture précaire et des inégalités croissantes. Le cycle de violence en Égypte ne s'est pas encore tari. Les Coptes sont les cibles d'attaques répétées des mouvements intégristes violents. Le président Sisi s'appuie sur les revendications de la communauté copte pour nourrir son discours sécuritaire. L'identité copte se distancie de plus en plus du reste de la population. Ils s'affirment dès le plus jeune âge, comme ici, avec les scouts qui leur apprennent leurs spécificités de chrétiens et de coptes. Dans un des quartiers du Caire, surnommé Garbage City, l'identité copte est palpable. Ces familles de chiffonniers vivent entre eux, fiers de leurs actions et de leur religion. Egypt can't live one day without Garbage City people because we clean Egypt. We go to Kairos flats and shops and streets and collect rubbish and come here to be separated and recycling again by Garbage City people. So we are very benefit to the society. Like we clean Egypt every day, every moment. Dans ce monde de déchets, leur seul point d'air se trouve sur leur toit. En haut, des pigeonniers sur lesquels jouent les plus habiles, les plus jeunes. Le but du jeu est d'attirer le plus d'oiseaux dans les mailles de leur filet. Nous descendons l'Égypte, à Al-Minya, à quelques heures de route du Caire. Les chrétiens sont installés depuis longtemps et leur communauté est très active. Nous allons rencontrer l'évêque Macarius, le père des Coptes de Minya et le responsable de leurs activités locales. نهر النيل ده شريان الحياة جوه مصر. الأقباط كده برضو. نهر النيل بنفتخر بيه في مصر. الأقباط كده برضو. أما بخصوص الأنشطة دور الكنيسة تنويري. دورها مش مجرد بس ليتورجي، والكاهن كمان عندنا مش ليتورجيست، مش مجرد واحد بيأدي شعائر، إنما هو إنسان أب وراعي ومدبر وطبيب. ولذلك احنا بنهتم بان احنا ننشئ مؤسسات. لذلك وجود الكنيسة في اي قرية او في اي منطقة بيرقب المنطقة كلها روحيا واخلاقيا وتعليميا واقتصاديا و حتى بيئيا. طبعا في علاقات بيننا، في مناسبات بنتقابل فيها في الأعياد، في أنشطة مشتركة بيننا وبين بعض، أحيانا في بعض القضايا وبعض القضايا المشتركة بيننا وبين بعض بنجتمع مع بعض لازم. في مساحة واقفين عليها احنا الاثنين، في نقاط خلاف لكن في نقاط تقابل بيننا وبين بعض. Okay, so welcome on board in San Mark School. The private schools are too much expensive that people mostly can't afford. So we are trying here to make another hope for our children. This school is almost established since 2 years, and we are trying to make the education in a difference. It is accepting every children which are coming from different background, Muslims, Christians. They don't care about it. Fort de cette expérience d'Al-Minya, nous remontons au Caire. Sur Place Tahrir, en 2011, musulmans et coptes étaient unis pour réclamer un avenir différent, un futur qu'ils auraient choisi ensemble. You feel like there's something magical happening, and you feel everyone is like a whole one family, and we forgot our differences. So you feel like there's no hope anymore for change in Egypt? Maybe there is a hope. Yeah, it's still going on. Like the revolution is still going on, but you never know how it's gonna end or when. Yeah.
شيخ الشباب شيخ الشباب عريسنا عريسنا شيخ الشباب شيخ الشباب عريسنا. There's a say also, they say that if you don't interfere, you'll be ruled by stupids. How true is that?